Le président Tolam entame sa visite d'État au Laos, une visite significative pour l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính demande une étude approfondie concernant le projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud. La beauté des marais salants et le processus de fabrication selon la méthode traditionnelle font la particularité du sel de Bạc Liêu dans le delta du Mekong. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Tolam a entamé ce jeudi sa visite d'État au Laos. Cette visite revêt une grande signification pour la consolidation de l'amitié spéciale et la coopération multiforme entre les deux pays. Juste après la cérémonie d'accueil en son honneur, le chef de l'État vietnamien s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président laotien Thong Lun Sisulit. Tout de suite, compte rendu. Il s'agit du premier voyage d'affaires à l'étranger du président Tolam depuis son entrée en fonction, démontrant que le parti et l'État vietnamien accordent toujours la plus haute priorité à la ronde amitié, aux relations de solidarité particulières et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Lors de l'entretien, le secrétaire général et président laotien s'est déclaré prêt à se coordonner avec les dirigeants vietnamiens pour renforcer les liens uniques entre les deux pays voisins, les rendant plus substantiels et efficaces. Il importe d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants tout en intensifiant la communication sur les bonnes relations des deux peuples. Tolam et Thong Lun Sisulit ont convenu de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense pour faire face ensemble aux nouveaux défis, de se coordonner et de se soutenir mutuellement pour garantir la stabilité politique, la sécurité, l'ordre social et la sûreté dans chaque pays. Les deux parties coopéreront aussi plus étroitement dans la gestion des frontières, la lutte contre les crimes transnationaux, les délits liés à la drogue, l'exploitation illégale des ressources naturelles et l'immigration illégale. La coopération économique en matière commerciale et d'investissement continue de progresser de manière positive. Le Vietnam continue d'être l'un des plus grands investisseurs et partenaires commerciaux du Laos, avec 255 projets d'investissement pour un capital total de 5,5 milliards de dollars. Le président Tolam a affirmé que le Vietnam soutiendrait de tout cœur le Laos pour qu'il s'assume avec succès des rôles internationaux importants en 2024, notamment celui de président de l'ASEAN et de président de l'AIPA. Suite à leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à l'échange de nombreux mémorandums de coopération entre le Vietnam et le Laos dans divers secteurs. À cette occasion, le président Tolam a aussi offert au Laos 20 voitures électriques de VinFast. C'est un cadeau du parti, de l'État et du peuple vietnamien pour soutenir le Laos dans l'organisation des activités importantes de la présidence de l'ASEAN 2024. Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, le président Tolam a rencontré ce jeudi 11 juillet à Vientiane le Premier ministre Lao Son Say Siphandone. Le dirigeant laotien a hautement apprécié les grandes réalisations du Vietnam, soulignant qu'elle encourage le Laos dans son œuvre de défense, d'édification et de développement du pays. Les deux dirigeants sont convenus de se concentrer sur la mise en œuvre des accords de coopération de haut niveau entre les deux pays. Les deux parties se sont aussi accordées pour promouvoir des projets clés dans les domaines de l'énergie, des mines et des infrastructures, promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, de l'éducation, formation, des sciences et de la transformation numérique. S'agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations Unies et de l'ASEAN et dans les mécanismes de coopération de la sous-région du Mekong.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin une réunion de la permanence du gouvernement pour discuter de la politique d'investissement du chemin de fer à grande vitesse nord-sud. D'une longueur totale d'environ 1541 km, le chemin de fer à grande vitesse nord-sud traversera 20 provinces et villes. Ce projet devrait être mis en œuvre de 2025 à 2035 avec des trains roulants à une vitesse de 350 km/h. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes concernés de consulter des experts et des scientifiques vietnamiens et internationaux pour achever rapidement la construction du projet de chemin de fer à grande vitesse nord-sud. Le chef du gouvernement a aussi demandé une étude approfondie de l'investissement total de ce projet. Selon les calculs, le chemin de fer à grande vitesse nord-sud nécessitera un investissement total d'environ 67 milliards de dollars. La 35e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce jeudi après-midi à Hanoï. Le comité permanent a adopté 3 résolutions sur la structure, organisation d'agences d'enquête et de parquets, ainsi que 2 résolutions concernant les prévisions de dépenses ordinaires du budget de l'État pour 2024. Concernant les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, l'ajustement du plan d'investissement public à moyen terme avec les fonds du budget central pour la période 2021-2025. Cette réunion du comité permanent s'est aussi consacrée à la préparation de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, prévue pour se dérouler du 21 octobre au 28 novembre. Le bureau du gouvernement a publié le 9 juillet un document officiel exigeant l'accélération des décaissements relatifs aux investissements publics pour 2024. En effet, le Premier ministre a demandé de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions drastiques pour améliorer les décaissements des investissements publics. Selon le plan d'investissement, environ 97% des investissements publics pour 2024 a été alloué aux agences et localités gérées par l'État. Ce taux est plus élevé que l'année dernière, qui était de 78%. Au cours des 5 premiers mois de 2024, plus de 190 billions de dong ont été décaissés, soit 26,6% de l'objectif annuel. Au cours des 6 premiers mois de cette année, la province de Bắc Giang au nord a réalisé une percée dans l'attraction des investissements directs étrangers. Elle a connu un taux de croissance de plus de 14%, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Ce résultat est dû au fait que les autorités de Bắc Giang ont mis en place des politiques de soutien à la formation des ressources humaines et au recrutement des travailleurs afin de répondre à la demande en main-d'œuvre des entreprises d'IDE. Cette entreprise chinoise vient d'investir 330 millions de dollars pour agrandir son usine dans la province de Bắc Giang, spécialisée dans l'assemblage de produits pour Apple et plusieurs autres entreprises technologiques. L'entreprise compte sur le soutien des autorités provinciales pour recruter plus de 40 000 personnes cette année. Les dirigeants locaux nous ont accompagnés dans la visite des universités et des localités voisines pour recruter des travailleurs. C'est une garantie importante de notre prestige. Nous avons recruté la moitié des travailleurs dont nous avons besoin. La province de Bắc Giang est l'une des premières localités en matière d'attrait d'investissement direct étranger. La main-d'œuvre locale n'est pas suffisante pour répondre à la demande des entreprises d'IDEO. Grâce au soutien des dirigeants provinciaux, les entreprises de Bắc Giang ont pu recruter plus de 35 000 travailleurs, dont la moitié viennent d'autres provinces. Nous bénéficions du soutien de l'entreprise en matière de nourriture et d'hébergement, ce qui nous rassure énormément. J'ai choisi de travailler à Bắc Giang car il y a de nombreuses entreprises étrangères avec de très bonnes rémunérations. J'ai également des opportunités de carrière dans le futur. Nous examinons les politiques de rémunération et veillons à ce qu'elles soient bien mises en œuvre, afin de garantir les intérêts et le niveau de vie des travailleurs venant à Bắc Giang. Les entreprises dites doivent promettre de respecter leurs engagements envers les travailleurs.
Une bonne coordination entre les autorités locales et les entreprises permet de régler les problèmes liés au recrutement de main-d'œuvre, ce qui est une préoccupation majeure des entreprises d'IDO. Bắc Giang démontre l'efficacité d'un gouvernement dévoué au service de la population. L'industrie manufacturière est l'un des principaux moteurs de croissance de l'économie. Au cours des 6 premiers mois de l'année, le secteur de l'industrie et de la construction a connu une croissance assez élevée de 7,5%. Par ailleurs, les filières du plastique, du bois, de l'agroalimentaire et des boissons continueront de prospérer au prochain semestre. Tout de suite, état des lieux à Ho Chi Minh Ville. En raison de la transformation verte du marché, certaines entreprises ont rapidement converti leurs produits en augmentant l'utilisation de matériaux recyclés. Au premier semestre de cette année, cette entreprise de fabrication d'emballage a augmenté la proportion de produits répondant aux critères verts du marché d'exportation. Sur 10 produits fabriqués, 4 sont issus de matériaux recyclés. Grâce à cela, sa dynamique de croissance au cours des 6 derniers mois a augmenté de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Nous avons utilisé des matériaux recyclés localement. Cela correspond aux besoins actuels de l'économie circulaire. En utilisant des matériaux recyclés au niveau national, nous pouvons réduire les matériaux importés, ce qui contribue à modifier la structure des coûts, à rendre les prix compétitifs et à augmenter la valeur du produit. La commande de production au cours des 6 premiers mois de cette année se sont redressées et sont plus stables que l'année dernière. Actuellement, de nombreuses entreprises dans les domaines de la transformation des fruits et légumes et de la production de plastique ont des commandes d'exportation complètes jusqu'à la fin du 3e trimestre. Nos principaux produits d'exportation se sont redressés. Les commandes à l'exportation montrent des signaux positifs. Cela contribue à maintenir la dynamique de croissance du PIB. Au cours du second semestre, les saisons de pointe de consommation devraient améliorer la demande de consommation intérieure, favorisant ainsi la production. La politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2% continue d'être appliquée jusqu'à la fin de l'année, contribuant à réduire considérablement les coûts des intrants pour les entreprises. La pression des matières premières est considérablement réduite. Cela entraîne une augmentation de la productivité et de la production des entreprises. Les travailleurs auront plus de travail. Selon les experts, pour assurer la production, les entreprises devront calculer soigneusement l'offre de main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée pour répondre aux besoins des industries manufacturières et de transformation. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la population, le 11 juillet. En écho à la journée de cette année, le Vietnam a choisi le thème « Investir dans le travail sur la démographie pour un développement durable ». En 2023, la population du Vietnam a dépassé les 100 millions d'habitants. Ces dernières années, le travail sur la démographie et le planning familial ont grandement contribué au développement socio-économique du pays. Les politiques démographiques du Vietnam placent les droits humains fondamentaux au cœur de leurs priorités. L'objectif est que d'ici 2030, 90% des nouveaux-nés seront dépistés pour au moins les 5 maladies congénitales les plus courantes. L'espérance de vie moyenne des Vietnamiens atteindra 75 ans. 100% des personnes âgées disposeront d'une carte d'assurance maladie.
La province de Thừa Thiên Huế au centre est une localité fortement touchée par les catastrophes naturelles, le changement climatique et la montée du niveau de la mer. Face à cette situation, cette localité tente d'accélérer l'avancée des projets de réponse au changement climatique au service des populations. Sous l'influence des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique, ces dernières années, le phénomène d'érosion côtière dans la province de Thừa Thiên Huế est devenu plus fréquent et plus grave, en particulier pendant la saison sèche. Pour faire face à cette situation, cette province a construit de nombreux systèmes de digues de protection contre l'érosion côtière à travers les districts. En construisant ces digues maritimes, nous pouvons vivre sereinement pendant la saison des pluies. Ces derniers temps, de nombreux canaux et fossés de la région ont été investis par la province afin d'accroître la résilience au changement climatique. Le projet de système de drainage des crues de Phổ Lợi, Mộc Hàn, Phú Khê en est un exemple. L'avancement des projets est supérieur à 80%. D'ici le 30 août, nous aurons terminé les travaux visant à empêcher les glissements de terrain. Avec de nombreuses sources de capitaux, jusqu'à présent, Thừa Thiên Huế a renforcé le système de digues sur environ 81 km le long des berges du fleuve et investi dans des digues pour prévenir l'érosion côtière sur une longueur de 2,6 km dans la région de Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải et Giang Hải. Nous continuons de demander un soutien financier pour déployer d'importantes digues anti-glissement de terrain. Selon les prévisions, le changement climatique entraînera des conséquences de plus en plus graves dans les années à venir. Investir et améliorer les travaux de prévention des catastrophes naturelles est considéré comme une solution fondamentale pour répondre au changement climatique. Dans le monde comme au Vietnam, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille. L'industrie des animaux de compagnie au Vietnam connaît une croissance rapide. Selon les experts, cette industrie a beaucoup de potentiel de développement dans les temps à venir. Un banquet d'anniversaire pour l'ami chien de la famille de Nguyễn Quỳnh Anh. Depuis 3 ans, ce chien de compagnie a toujours été traité comme un membre de sa famille. Le coût de soins est d'environ 5 millions de dong par mois. Les principales dépenses concernent les médicaments et les soins sanitaires, la nourriture, l'achat de jouets et les frais de beauté et de toilettage. Tous les 3 mois, j'emmène mon chien au spa. L'industrie des animaux de compagnie comprend tous les services et produits consommés par les animaux de compagnie tout au long de leur cycle de vie. Outre les services vétérinaires, il y a aussi des aliments, les soins de beauté, le divertissement, la garderie ou même les services funéraires. Les prix de ces services sont très variés. Les services vétérinaires, par exemple, sont divisés en 3 segments. Les services proposés par les étrangers et pour les expatriés étrangers au Vietnam sont souvent les plus chers, de 1 à 20 millions de dong pour une consultation médicale. Le potentiel de l'industrie des animaux de compagnie au Vietnam est énorme. L'un des principaux moteurs de croissance proviendra de la nourriture pour animaux de compagnie. Désormais, les chiens et les chats ne sont plus obligés de manger des restes de nourriture comme avant, mais des aliments nutritifs, méticuleusement préparés et préemballés. Il s'agit d'une grande opportunité pour les entreprises de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. En termes de taux de croissance annuel d'ici 2029, l'industrie des animaux de compagnie au Vietnam se classe au 2e rang en Asie du Sud-Est, juste derrière la Thaïlande. Selon les experts, cette industrie pleine de potentiel nécessite des politiques de gestion plus appropriées pour guider son développement sain et durable. Le delta du Mekong est connu pour ses marchés flottants, ses vergers, ses jungles de cocotiers, mais aussi pour ses marais salants. Rendons-nous dans la province de Bạc Liêu pour découvrir la beauté des marais salants et le travail des saliniers locaux.
Nichés le long des côtes de la province de Baguio, ces marais salants offrent un panorama captivant. Le processus de formation de ces champs de sel implique le pactage d'eau de mer dans des bassins, suivi de l'évaporation naturelle de l'eau, laissant derrière elle une fine couche de cristaux de sel. La saison de fabrication du sel à Baguio dure souvent de novembre à avril. La méthode de fabrication traditionnelle comprend 4 étapes principales: le prélèvement de l'eau de mer, le stockage de l'eau, la vaporisation de l'eau et la cristallisation. Avant de faire entrer de l'eau de mer dans les champs, les saliniers utilisent de lourds rouleaux pour tasser le sol afin de minimiser l'infiltration de l'eau de mer dans le sol. Nous suivons la méthode traditionnelle. Il faut niveler le terrain pour pouvoir libérer de l'eau de mer et obtenir du sel sur une même superficie. Pendant la saison sèche, nous produisons du sel, et pendant la saison des pluies, nous relâchons des crevettes et des crabes. Toutes les étapes de fabrication et de récolte du sel se font sous le soleil brûlant. Ces dernières années, les saliniers ont appliqué les avancées techniques dans la production de sel. L'eau de mer s'évapore dans un champ recouvert d'une bâche en plastique. Cette méthode permet d'obtenir des grains de sel plus blancs et un temps de cristallisation plus rapide, contribuant ainsi à améliorer la qualité des grains de sel et à augmenter la productivité. Ces grains de sel n'ont cristallisé que depuis un jour, il faudra encore 9 ou 10 jours pour qu'ils grossissent et soient vraiment blancs. L'eau de mer à Baguio est propre et saline, ce qui permet d'obtenir un sel de qualité rapidement. Je fais ce métier depuis des décennies. Les marais salins sont comme ma maison. Les saliniers de Baguio sont attachés à leur métier avec un amour simple mais profond. Cet amour et cette fierté ont augmenté lorsqu'en 2013, le sel de Baguio a été certifié par l'Office national de la propriété intellectuelle. Et en 2020, la fabrication du sel à Baguio a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national. Cependant, le métier est encore confronté à de nombreux défis. Le plus difficile, c'est la météo. La fabrication du sel nécessite un soleil brûlant. Nous suivons de près les prévisions météo. S'il va pleuvoir ou si une dépression tropicale arrive, nous devons ratisser les champs de sel immédiatement, car lorsqu'il pleut, le sel se dissout très rapidement. La fabrication du sel est un métier qui demande un travail très acharné. C'est un métier très communautaire, saisonnier et influencé par la météo. C'est pourquoi nous avons appelé les saliniers à rejoindre les coopératives pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien financier, de techniques et de connaissances. Cette coopérative n'a été créée que depuis 2 ans. Jusqu'à présent, elle compte une superficie de plus de 50 hectares. La coopérative couvre toute la production de sel. Le sel brut est vendu en gros à des producteurs à travers le pays, mais aussi utilisé comme une source de matières premières pour les activités de production de la coopérative. Au début, nous avons eu du mal à lever des capitaux. Mais les saliniers ont été volontaires pour apporter de l'argent afin d'investir dans les équipements de transformation du sel. À cela s'ajoute le soutien des autorités locales et du service de l'agriculture. Actuellement, notre coopérative fournit sur le marché 8 types de produits à base de sel, dont des produits destinés à l'exportation. Le sel de Baguio est apprécié non seulement dans le pays, mais s'exporte aussi de plus en plus, notamment vers la République de Corée et le Japon. Les 2 principales gammes de produits d'exportation sont le sel alimentaire et le sel d'assaisonnement. Un grand avantage est que la zone de matières premières de Baguio a obtenu une indication géographique protégée ainsi que la certification du patrimoine culturel immatériel national. Cela permet de promouvoir la marque commerciale du sel de Baguio. D'ici 2030, Baguio maintiendra sa superficie de production de sel d'environ 1500 hectares
Cependant, la province vise une augmentation de 30% de la valeur du sel de Baglio. Les autorités et les saliniers pensent qu'avec leur amour et leur détermination à préserver leur métier traditionnel, le sel de Baglio se popularisera de plus en plus. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.